Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a entamé la semaine dernière les travaux de sa 50e session ordinaire au Palais des Nations à Genève. Pour rappel, ce conseil est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies composé de 47 États qui ont la responsabilité de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde. Durant les 4 semaines de session, le conseil examinera plus de 40 rapports présentés par des experts des droits de l'homme et d'autres organes d'enquête concernant de nombreux thèmes et intéressant la situation des droits de l'homme dans plusieurs pays. Et pour parler de cette 50e session à laquelle le Maroc prend part, du rôle du Royaume et de sa contribution pour la consolidation des droits de l'homme et le maintien de la paix dans le monde et d'autres sujets encore. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir son Excellence Omar Znibar, ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous depuis Genève. Bonsoir madame, je suis tout à fait volontiers à votre disposition pour échanger sur ces sujets importants. Merci beaucoup. Alors, vous avez adressé, le Maroc participe déjà actuellement à cette session des droits de l'homme. Et durant cette session, le groupe de soutien à l'intégrité territoriale du Maroc a réaffirmé son appui à la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces du Sud. Parlez-nous, je vous prie, Monsieur Znibar, de l'importance de la participation du Maroc à cette session et de l'importance de ce soutien réitéré. Alors, pour ce qui concerne le groupe de soutien à l'intégrité territoriale du Maroc, je pense qu'il faudrait souligner un point très important. C'est un groupe qui connaît une dynamique significative. Lorsqu'il a été créé, il était composé d'une dizaine d'États. Nous en sommes aujourd'hui à 35 qui déclarent de la façon la plus solennelle soutenir la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. Cela étant, il y a beaucoup d'autres pays qui ont la même position et nous espérons les faire rejoindre notre groupe dans les échéances à venir. Cette déclaration du groupe est fondamentale parce qu'elle rappelle qu'il n'y a pas de sujet de droits de l'homme concernant le Sahara marocain de manière la plus claire et surtout elle souligne le rôle du Conseil de sécurité, le rôle exclusif du Conseil de sécurité dans la recherche d'une solution définitive à ce conflit régional artificiel. Par ailleurs, pour ce qui concerne le rôle du Maroc, plus globalement, si vous voulez, dans les travaux du Conseil, il faudrait peut-être un long moment pour développer, mais je voudrais juste souligner ce qui suit. Le Maroc est l'un des pays, je le dis de la façon la plus sincère, qui contribue de manière fructueuse, de manière responsable aux travaux du Conseil de différentes manières. D'abord, nous sommes une délégation qui promeut un certain nombre de résolutions. Je fais juste référence à la question, par exemple, de l'impact des nouvelles technologies sur la jouissance des droits de l'homme, la question des changements climatiques, la question de l'enfant, la question de la lutte contre la torture. Donc, toutes les résolutions que nous promouvons sont des résolutions qui sont attachées, si vous voulez, aux droits de l'homme dans leur conception globale, socio-économique, culturelle, politique, civile, etc. Donc, la délégation du Maroc est connue pour cela, elle est consultée, elle est très souvent invitée à participer également à un certain nombre d'autres événements. Nous développons, nous organisons des débats. En tant que délégation, nous invitons nos propres experts du Royaume, mais aussi d'autres pays, et tout cela pour mieux nous articuler. Et je voudrais aussi, s'il vous plaît, concernant le rôle du Maroc, signifier que nous sommes actuellement candidats pour devenir membres à part entière du Conseil à partir du début de l'année prochaine. Voilà. D'accord. Donc vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, il n'y a pas de problème de droits de l'homme dans nos provinces du Sud, mais il y a toujours des troubles faits qui s'invitent à chaque session. Et vous avez adressé justement un message aux représentations diplomatiques à Genève pour attirer leur attention sur ce que vous avez décrit comme un comportement négatif et intéressé de la délégation algérienne pour instrumentaliser les travaux du Conseil des droits de l'homme pour lancer des allégations mensongères au sujet de la question du Sahara marocain. Ce n'est malheureusement pas la première fois que la délégation algérienne et le régime algérien de façon générale colportent toutes sortes de contre-vérités sur les questions des droits de l'homme dans nos provinces du Sud pour camoufler leurs échecs diplomatiques, mais aussi leurs crises internes. Mais aujourd'hui, vous m'avez dit, on le sait, l'Algérie est plus isolée que jamais. Et leurs déclarations mensongères qu'ils ressortent à chaque session, à chaque occasion, ont-elles encore un quelconque
écho chez la communauté internationale. Du tout, du tout, du tout. La délégation algérienne a été la seule, avec deux autres délégations connues pour leur hostilité maladive et idéologique contre le royaume, à évoquer la question du Sahara la semaine dernière lorsqu'il s'agissait de parler du point 2, c'est-à-dire les questions qui pourraient être discutées. Voilà. Oui. Sur les 137 délégations qui ont pris la parole, je le souligne, c'est très, très important. Pourquoi le font-ils? Tout simplement parce qu'ils cherchent à faire une diversion, je le répète, parce que leur objectif, c'est de gêner la recherche d'une solution politique en voulant créer de toutes pièces une supposée situation des droits de l'homme dans nos provinces du Sud. Chacun sait que nos provinces du Sud vivent dans l'inquiétude, qu'elles sont ouvertes. Je pourrais également donner de nombreux détails. Il y a des dizaines de délégations qui visitent nos provinces du Sud, des parlementaires, des délégations diplomatiques d'ailleurs de haut niveau, etc., des touristes tout simplement, de simples citoyens venant des différentes parties du monde. Donc cette volonté de vouloir créer une situation ex nihilo qui n'existe nulle part dans nos provinces, bien au contraire, ce que nous expliquons, ce que nous argumentons, c'est que nos populations dans les provinces jouissent de leurs droits civils, politiques, comme cela a été prouvé par les dernières élections qui sont tenues chez nous, ainsi que naturellement par le développement économique, socio-culturel des plus parlants qui se développent là-bas. Maintenant, la délégation, je dois souligner ça, la délégation du régime algérien, et juste pour vous démontrer un peu la situation, j'allais dire, inédite dans laquelle elle se trouve, utilise tout simplement des expressions agressives, par manque d'arguments justement, des expressions agressives qui sont très mal appréciées, croyez-le bien, par la majorité écrasante des membres du Conseil. Et puis, en parlant de droits de l'homme, il y a un véritable problème de droits de l'homme, justement, en Algérie, avec de nombreux prisonniers qui sont incarcérés pour leur opinion. On a vu aussi le grand mécontentement de la population lors des dernières élections qui ont enregistré un taux de participation très bas, 20%, autour de 20%. Tout ça montre qu'il y a une véritable crise dans la société algérienne et liée aussi aux droits de l'homme. C'est exactement ce que nous disons à nos interlocuteurs ici lorsqu'ils cherchent à comprendre ce type de comportement. Il y a effectivement, comme vous l'avez souligné, la délégation du régime algérien ici cherche encore une fois à camoufler un certain nombre de sujets. Je voudrais vous dire, chère madame, à plusieurs reprises, la haute commissaire, madame Bachelet, dans des communiqués solennels et officiels, a interpellé le régime algérien sur les violations qui se produisent sur son territoire. De même que d'autres mécanismes du Conseil des droits de l'homme, pas plus tard qu'en début juin, c'est-à-dire je parle qu'il y a 3 semaines, il y a un rapport accablant qui a été publié par le Comité des droits de l'homme sur les violations des droits des citoyens sahraouis retenus dans les camps de Tindouf. Je dis bien des droits des citoyens sahraouis retenus dans le camp de Tindouf. Je vous épargne les détails, nous avons les documents pour ceux qui seraient intéressés. Plus que cela, les organisations non gouvernementales, je fais référence au communiqué publié également en date du 1er juin par Médecins sans frontières sur les comportements inhumains du régime algérien à l'endroit des migrants qui se trouvent sur son territoire, qui sont expulsés manu militari de façon tout à fait éhontée du territoire algérien, sans respect aucun, ni du droit humanitaire international, ni des droits de l'homme, dont ils veulent se prévaloir lorsqu'ils parlent du royaume. Donc vous voyez le genre de contradiction dans laquelle ils sont, et nous faisons, n'est-ce pas, avec limite, parce que nous ne sommes pas ici pour chercher à agresser, mais tout simplement à présenter des argumentations solides, documentées, pour convaincre tout le monde, et convaincre en particulier la communauté des droits de l'homme sur la véracité des situations telles qu'elles sont dans notre région. De toute façon, ils n'ont qu'à se déplacer, ils se déplacent, ils voient de leurs propres yeux. Vous avez parlé, monsieur l'ambassadeur, des violations des droits de l'homme, des séquestrés à Tindouf qui sont parqués dans des conditions déplorables. Il y a aussi l'enrôlement des enfants, des enfants soldats. Il y a aussi le détournement qui continue des aides humanitaires. Jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer? Écoutez, chère madame, vous venez de souligner un sujet qui constitue en réalité un crime contre l'humanité. Tel que cela est d'ailleurs inscrit dans la Convention de protection des droits de l'enfant. L'enrôlement militaire des enfants est un crime contre l'humanité.
Pour ce qui nous concerne, nous considérons le fait de la séquestration des populations dans les camps de Tindouf depuis un demi-siècle, je dis bien depuis un demi-siècle, est également un crime contre l'humanité, n'est-ce pas? Face à l'opinion publique mondiale, tout cela est évident. Et je crois qu'il n'y a plus personne qui croit en cette théorie que vous présentez l'Algérie sur un supposé défense d'un droit, etc. Cela est parlant. Quand nous voyons la situation, bien sûr, vous avez évoqué la question des détournement. Cela a été documenté par des institutions internationales de toute crédibilité, je le souligne, de toute crédibilité. De même d'ailleurs que, pas plus tard que la semaine dernière, s'est organisé hier, ici à Genève, un séminaire sur la question de l'enrôlement des enfants avec des arguments, avec des preuves à l'appui, des preuves photographiques, audiovisuelles, mais aussi des témoignages vivants. Donc, vous voyez ce qu'il en est. Donc, monsieur l'ambassadeur, loin des chimères et des mensonges et des manipulations, parlons de la réalité de nos provinces du Sud qui accueillent aujourd'hui une trentaine de représentations diplomatiques et consulaires qui travaillent dans le cadre de partenariats et de coopération centrés sur le développement économique et social. Comment le Conseil des droits de l'homme et la communauté internationale accueillent-ils l'initiative d'autonomie proposée par le Royaume et puis cet essor, ce développement qui est constaté dans nos provinces du Sud? Il faut d'abord retenir le fait, comme vous le savez bien sûr, que l'initiative d'autonomie est par essence une initiative démocratique. Démocratique, c'est-à-dire qui respecte les droits de l'homme. C'est ça la réalité. Parce que la dévolution de pouvoir aux populations pour la gestion de leurs affaires internes est par essence démocratique, comme on le voit. Nous sommes déjà dans une régionalisation avancée. Nous voyons déjà, n'est-ce pas, des institutions se mettre en place pour cette gestion locale et régionale dans nos provinces du Sud, avec des projets, vous l'avez souligné, qui méritent l'attention de par le monde entier. Parce que le Maroc a été face à un défi. Il s'agit de régions désertiques, ne l'oublions pas, où se sont érigées aujourd'hui des institutions universitaires, où se sont érigées des institutions sanitaires de très haute, de grande importance, où surtout nos autorités, nos pouvoirs publics, grâce naturellement aux orientations et à la guidance de Sa Majesté le roi Allah Insrou, ont cherché à créer le développement de revenus locaux, c'est-à-dire que les populations se prennent en charge par elles-mêmes, sans compter les infrastructures que chacun connaît, que chacun sait qu'il s'agisse d'infrastructures routières ou portuaires, etc. etc. Voilà la vérité. Et je crois, pour répondre plus précisément à votre question, c'est ce qui est apprécié ici. Nous insistons beaucoup sur ces aspects parce que c'est cela la réalisation des droits de l'homme dans leurs dimensions diverses. Voilà. Alors, les droits civiques et politiques, économiques s'exercent donc en toute liberté et quiétude dans nos provinces du Sud. Et puis, la dernière participation des populations des provinces du Sud aux dernières législatives est la meilleure preuve, parce que c'était le taux le plus haut de tout le Maroc. Nous allons passer, si vous le voulez bien, monsieur l'ambassadeur, un volet non moins important de votre mission auprès des Nations Unies, à savoir la diplomatie multilatérale du Maroc. Pouvez-vous nous définir ce qu'on entend exactement par diplomatie multilatérale et ce qu'elle englobe? Voilà. Vous avez bien fait de me poser cette question parce qu'effectivement, la question de la diplomatie multilatérale prête parfois à conjecture ou, si vous voulez, à interprétation. En fait, la diplomatie multilatérale n'est autre que la recherche de la gouvernance multilatérale sur un certain nombre de dossiers, puisqu'on estime que cette gouvernance multilatérale pourrait avoir une valeur ajoutée dans la gestion de ces sujets, de ces problématiques au profit de tous les pays concernés, c'est-à-dire en fait au profit de la communauté internationale. Voilà pourquoi, depuis déjà longtemps, n'est-ce pas, s'est dessiné cet élan, cette tendance à créer des organisations internationales regroupant tous les États pour gérer un certain nombre de sujets. Je peux vous dire qu'ici, par exemple, à Genève, il y en a plus d'une trentaine importante d'organisations internationales qui travaillent dans les diverses dimensions de la diplomatie multilatérale, qu'elle soit humaine, qu'elle soit économique, qu'elle soit, si vous voulez, spécialisée, ou même, bien sûr, du point de vue des questions de sécurité.
Oui, Voilà. vous travaillez aussi beaucoup avec les agences spécialisées, monsieur l'ambassadeur, que ce soit en matière d'aide humanitaire ou de coopération économique avec les pays du Sud ou autres, pas seulement. Comment se positionne aujourd'hui le Maroc dans ce domaine au niveau continental, régional, où il s'est imposé, mais aussi mondial? Nous avons, comme vous le savez, grâce encore une fois aux directives et aux instructions de Sa Majesté le Roi, qui sont des directives, si vous voulez, permanentes, un engagement très fort du Maroc dans la diplomatie multilatérale, particulièrement pour ce qui concerne ces aspects que vous avez évoqués, la dimension humanitaire. Le Maroc est connu, n'est-ce pas, pour apporter une aide précieuse, solide, et honnête et substantielle à ses frères sur le continent africain, mais pas que. Récemment, par exemple, vous avez vu également que le Maroc s'est déployé pour aider nos frères en Tunisie, au Liban, au Yémen et partout, et aussi ailleurs dans le monde, en termes de soutien humanitaire face à des crises qui viennent, n'est-ce pas, de façon sporadique, parfois éclatée, et créer un besoin. Le Maroc a cette réputation au niveau des Nations Unies. Dans toutes les instances des Nations Unies qui s'occupent de l'humanitaire, le Maroc est connu pour toujours répondre à l'appel. Voilà donc pour ce qui concerne cet aspect. Sur les autres aspects, je voudrais aussi souligner l'importance que le Maroc accorde à l'agenda du développement plus globalement dans le système multilatéral. Ce qu'on veut dire par l'agenda du développement, la priorité qui devrait être accordée aux pays en développement dans la gestion des relations multilatérales, qu'il s'agit surtout dans leur dimension économique, commerciale, technologique, scientifique, etc., face aux défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, qui sont multiples et de plus en plus graves. Je fais allusion au changement climatique, je fais allusion bien sûr aux crises sanitaires et de plus en plus, malheureusement aussi, aux crises alimentaires qui risquent d'éclater, comme on le constate aujourd'hui, en conséquence d'un certain nombre d'événements. Ça m'amène à parler, monsieur l'ambassadeur, du grand rôle du Maroc aussi en tant qu'investisseur. Peu de personnes le savent, mais le Royaume du Maroc est le premier investisseur mondial dans le secteur privé en Afrique de l'Ouest. Et le secteur privé marocain est le deuxième investisseur en Afrique après celui de l'Afrique du Sud. Ce sont des réalisations qui sont mises en avant à Genève. C'est très important. Ça, sans parler de la formation, de l'accueil des étudiants qui sont formés chez nous, de toute l'Afrique. Mais cette politique, cette stratégie réfléchie au plus haut niveau, cette offensive économique au profit du développement du Maroc et des pays subsahariens. Absolument. Vous pouvez me croire, tout le leadership des institutions et organisations internationales à caractère économique ici à Genève ne cesse de le répéter, parfois de façon ouverte dans nos débats. Ils font confiance au Maroc. Ils savent que le Maroc a déployé les outils nécessaires. Vous avez parlé des investissements. Je voudrais juste faire référence, par exemple, au centre financier de Casablanca, qui a été conçu à l'origine et qui se développe aujourd'hui de manière très significative comme un hub financier pour le continent africain et pas uniquement pour notre propre pays. Et bien sûr, le rôle de notre secteur privé, parce que là, quand on parle d'investissement, l'État est là, bien sûr, pour être un levier très important, mais surtout le secteur privé marocain, qui a fait preuve d'une grande hardiesse. Il s'implique énormément, nos banques, nos différentes entreprises travaillant dans la logistique, etc. etc. Et cela est bien connu ici à Genève, parce que je vous rappelle que ces institutions internationales, de manière périodique, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, 3 ans, en fonction des thématiques, produisent des rapports où ils soulignent l'activité du Maroc, où ils soulignent l'implication du Maroc sur les questions économiques globales, et en particulier pour ce qui concerne le développement des investissements dont vous avez parlé, mais pas que. Nous travaillons aussi sur les questions commerciales. Le Maroc avait pris l'initiative, et j'espère qu'on pourra l'organiser bientôt, d'organiser une conférence continentale sur le commerce électronique, qui aujourd'hui aussi, si vous voulez, se développe de manière très significative dans les échanges internationaux. Donc, je peux démultiplier les exemples comme ça. Absolument. Et aussi la coopération technique. La coopération technique, c'est-à-dire que le Maroc est un pays qui est parfois un levier avec lequel travaillent les organisations internationales pour déployer sa propre expérience, qu'il est toujours prêt à partager, étant persuadé de ces très bons choix concernant notre propre continent.
Le Maroc est aussi... l'a toujours voulu, d'ailleurs, Sa Majesté le roi Allah Yansro. Oui, exactement. Au-delà de la coopération économique et technique, le Maroc est aussi engagé sur des sujets fondamentaux qui intéressent le continent, comme celui de la migration. C'est un sujet... Oui. Bien sûr, mais cela va sans dire. Le Maroc se distingue aujourd'hui par son leadership dans ce domaine. Pas uniquement au niveau africain. Je dis bien au niveau global, au niveau mondial. Cela est répété ici par les hauts responsables de l'Organisation des migrations internationales qui siège ici à Genève. D'ailleurs, je rappelle que le Maroc a organisé en mars dernier, pas plus tard que mars dernier, la conférence ministérielle des pays champions. Sous la direction de M. le ministre des Affaires étrangères, M. Nassar Bourita. Cette conférence est un jalon fondamental, c'est-à-dire que nous avons réuni les pays qui sont prêts à aller le plus loin avec nous dans cette gestion multilatérale de la migration, avec une gestion qui est fondée sur du réel, sur des faits, sur des données, et ne pas uniquement qui est en quelque sorte kidnappé par des débats politiques qui parfois viennent polluer ce sujet-là. Mais nous restons, en ce qui nous concerne, toujours positifs parce que le Maroc a une expérience, il a développé une expérience très importante en matière de gestion migratoire et qu'il met en valeur aujourd'hui. Bien sûr, la meilleure preuve, c'est la régularisation des sans-papiers. Et n'oublions pas qu'en premier lieu, Sa Majesté est le leader de cette thématique au niveau continental africain, sachant que les enjeux les plus importants se jouent sur le continent africain pour le futur. Il faut garder cela à l'esprit aussi. Pour finir cet entretien, Monsieur l'Ambassadeur, je voudrais m'arrêter avec vous, mais brièvement, sur le rôle et la contribution du Maroc, de façon générale, au sein des Nations Unies, dont il est membre depuis plus d'un demi-siècle, notamment dans le maintien de la paix, de l'action humanitaire, mais aussi sa présence institutionnelle. Vous savez, je prendrai un seul exemple. Pas plus tard qu'il y a 10 jours, 2 soldats marocains ont péri dans les opérations de maintien de la paix en République centrafricaine. Vous savez, ils bénéficient de la bienveillance et de la sollicitude de notre souverain. Les forces marocaines, les forces armées royales marocaines sont impliquées dans les opérations de maintien de la paix depuis notre indépendance. Et ils ont plus que contribué à ce maintien de la paix. Nous sommes l'un des pays du point de vue du pourvoi de nos forces pour le maintien de la paix, l'un des pays les plus réputés dans le monde, dans le système des Nations Unies. Donc pour nous, malheureusement, on a eu aussi des victimes, des martyrs, parce qu'il s'agit de véritables martyrs qui ont payé de leur vie sur le champ d'honneur la promotion de la paix dans le monde. Mais nous agissons aussi sur le plan, bien sûr, institutionnel dans les débats qui se nouent. Mais c'est un sujet qui concerne aussi beaucoup plus, bien sûr, les Nations Unies au niveau de New York, sachant qu'ici, nous avons le volet humanitaire qui est aussi très important ici à Genève par rapport à ces aspects-là. Monsieur Zneber, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à la question. Je rappelle que vous êtes ambassadeur, représentant permanent du Maroc à Genève. Merci, Votre Excellence. Merci. Bienvenue. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.